Excellence, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, en vos rangs et grades, chers consoeurs et confrères de la presse, merci à toutes et à tous pour la présence massive à ce rendez-vous de partage. Je céderai tout à l'heure le micro à Monsieur le Premier ministre pour son exposé introductif et pour la suite des échanges avec l'intervention des ministres qui l'accompagnent. Et nous nous retrouverons juste après ce premier tableau pour quelques questions et réponses. Et ce sera en fonction du temps qui sera imparti. Donc sans plus tarder, nous allons démarrer, mesdames, messieurs. Les caméras sont prêtes, me semble-t-il. Donc, Excellence, Monsieur le Premier ministre, je vous cède le micro. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je crois qu'avant de démarrer la cérémonie d'aujourd'hui, je souhaiterais demander à tout le monde d'observer une minute de prière à la mémoire de l'âme des disparus du Diola, puisque nous sommes aujourd'hui le 26 septembre, date de célébration de cette tragédie nationale et internationale. Merci. Mesdames, Messieurs les représentants des organes de la presse nationale, africaine et internationale, Messieurs les ministres, chers concitoyens qui nous suivez à travers les transmissions en direct, je m'honore d'ouvrir cette séance de présentation de l'état des lieux de notre nation, tout au moins en ce qui concerne la santé financière et budgétaire. Nous allons organiser en 2 à 3 étapes. Après mon propos introductif, M. Abdourahmane Sarr, ministre de l'économie et du plan, présentera le détail en version française de la situation. Ensuite, M. Ousmane Diagne, ministre de la Justice, garde des Sceaux, apportera quelques précisions avant mes propos de clôture de cette partie en français. Et nous reprendrons le même exercice en langue nationale Wolof, avec cette fois-ci M. Al-Amin Lo, ministre secrétaire général du gouvernement, qui présentera la situation technique. mbokk yi gannaaw bi ñu nuyoo ñëpp leen ziar di jaajëfal suñu mbokk taskati xabaar yi di nuyu kilifa yi fi teew yëpp ministres yi ak directeurs yi tey dañoo woote woon ndaje bi ngir faram fàcce rek li nga xam ne moom la Sénégal yëpp di xaar moom la suñuy am di jàmm ci àdduna yëpp di xaar mooy lan lañ fi fekk gannaaw bi yàlla dénkee réew mi son excellence le président Bassirou Diomaye Faye ñi fi newoon jóge fi ci niñ koy doxalee nag ñetti pàcc la mooy dinaa ubbi waxtaan bi su ma paree dinaa jox Abdourahmane Sarr nga xam ne moo yor lépp lu jëm ci koom-koom mu waxtaan gu xóot ci liñ fi fekk gannaaw sa monsieur Ousmane Diagne nga xam ne mooy ministre bu yor lépp lu jëm ci wàllu justice ak àtte dina ci addu ma doog a jëlaat kaddu gi tëj waxtaan bi loolu mooy bu dee ci wàllu français bu dee ci wàllu wolof nag Al Amin Lo mi nga xam ne mooy ministre secrétaire général du gouvernement mooy
mooy jottali li nga xam ne moom la Abdourahmane Sarr def ci kàllaama nasaraan. Mesdames et Messieurs les représentants des organes de la presse nationale, africaine et internationale, le 2 avril 2024, le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a prêté serment avec l'engagement d'une transformation systémique de notre pays pour un Sénégal souverain, juste et prospère. Fidèle à cet engagement qui exige la transparence, la redevabilité et la vérité vis-à-vis du peuple souverain, nous avons l'obligation, sur instruction de M. le Président de la République, dresser l'état des lieux dont notre régime a hérité. Et ce, avant d'engager l'immense chantier de redressement du pays. C'est pourquoi des audits ont été menés sur la gestion des deniers publics, allant des finances publiques, du foncier, du patrimoine bâti à la gestion des agences et des sociétés publiques. Les constats de ces audits font ressortir de la gabegie dans les dépenses, tant dans leur choix et leur qualité que dans leur effectivité et impact. Cette situation a induit des dérapages dans la gestion des finances publiques, favorisés par une mauvaise gouvernance, se manifestant notamment par la corruption, la concussion, les détournements de fonds et l'accaparement de biens publics par des privés dans tous les domaines. Deux thématiques seront abordées au cours du présent point de presse. C'est une option. Nous ne pouvons pas dresser en un seul point de presse tout l'état des lieux, au risque d'ailleurs de diluer les aspects les plus importants dans les aspects qui ne relèvent que de l'anecdote. Et c'est pourquoi nous avons choisi pour ce premier point de presse de ne traiter que deux éléments qui nous semblent essentiels au regard de leur impact négatif sur la situation du pays. Ces deux points sont d'abord la situation de référence des finances publiques et les actions vigoureuses en termes de réforme pour prendre en charge dans les délais requis les dérapages enregistrés et jeter les bases d'une transformation systémique. C'est un premier point qui est important. Le dressage de la situation de référence des finances publiques, mais pas seulement. Les actions vigoureuses en termes de réforme pour prendre en charge dans les délais requis les dérapages enregistrés et jeter les bases d'une transformation systémique. Le second point a trait à la reddition des comptes qui est la conséquence immédiate du constat des actes de mauvaise gouvernance financière. Je voudrais préciser ici que nous n'aborderons que la reddition des comptes se rapportant aux actes graves qui ont été posés relativement au premier point, notamment la situation financière. Dans les jours à venir, les différents ministres et directeurs généraux auront à revenir au devant de la presse pour développer les autres aspects liés justement à cette reddition des comptes. Voilà les deux points qui seront abordés. Sans plus tarder, je vais laisser à M. Abdourahmane Diouf, Abdourahmane Sarr, le soin de vous présenter la situation de référence des finances publiques. Merci. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre.
chers membres de la presse, chers participants. Effectivement, en effet, sur ordre du président de la République, le ministre des Finances et du Budget avait désigné une équipe sous la supervision de l'Inspection générale des finances afin d'élaborer un rapport sur la situation des finances publiques au 31 mars 2024. Le rapport a été établi en application de la loi 2012-22 du 27 décembre 2012 qui a transposé dans notre ordonnancement juridique la directive de l'UEMOA portant code de transparence dans la gestion des finances publiques. Cette loi dispose que, dans les 3 mois suivant chaque nouveau mandat présidentiel, la situation globale des finances publiques, et en particulier la situation du budget de l'État et de son endettement, fait l'objet d'un rapport préparé par le gouvernement. Ce rapport, audité par la Cour des comptes, est publié dans les 3 mois suivants. Alors, le président de la République, fidèle à sa doctrine Jubal-Jubanti, a tenu à respecter les dispositions de cette loi. C'est pour lui et le gouvernement une exigence de transparence, d'abord vis-à-vis des populations, mais également vis-à-vis de nos partenaires et des marchés financiers qui font confiance au Sénégal et qui devront continuer à nous faire confiance. Cet exercice de transparence et de reddition des comptes est également une nécessité pour en tirer les conséquences objectives, notamment pour le référentiel des politiques publiques en cours de finalisation pour opérationnaliser le projet. Alors, les constats. Le rapport sur la situation des finances publiques a révélé que la dette publique du Sénégal et les déficits budgétaires ont été plus élevés que publiés par les autorités sortantes et communiqués à nos partenaires durant la période 2019-2023. Le déficit budgétaire a été annoncé à une moyenne de 5,5% du PIB sur la période 2019-2023. Mais en réalité, il a été en moyenne de 10,4%, soit près du double. La dette publique a été annoncée en moyenne à 65,9% du PIB durant la période 2019-2023. Mais en réalité, elle a été en moyenne de 76,3% du PIB en raison des déficits publics plus élevés que publiés. Ainsi, à fin 2023, par exemple, la dette de l'État central, hors secteur parapublic, est à 15 664 milliards, soit 83,7% du PIB, alors qu'elle était annoncée à 13 772 milliards, ou 73,6% du PIB. Il s'agit donc d'un supplément de dette contractée et non publiée de près de 1 892 milliards, soit 10% du PIB de plus. Cette dette supplémentaire est principalement due à des tirages sur des prêts projets, sur financement extérieur, et des prêts contractés auprès des banques locales de façon non transparente. Sur la période 2019-2023, les tirages sur ressources extérieures non inclus dans les déficits ont été en moyenne de 593 milliards annuellement et les prêts bancaires non inclus dans les déficits en moyenne de 179 milliards annuellement. Alors, juste pour expliquer, lorsqu'on parle de tirage donc sur ressources extérieures ou de prêts bancaires qui ont été contractés et dépensés de façon non transparente, en principe, donc, ces dettes devraient se retrouver dans les dépenses. Donc, dans les dépenses et donc dans le financement. Dans le financement de ces dépenses et donc dans la dette. C'est la raison pour laquelle nous disons qu'il y a eu des tirages sur ressources extérieures ou des prêts au niveau des banques locales qui ont financé des dépenses qui n'ont pas été publiées ou en tout cas comptabilisées dans nos déficits budgétaires. Et de ce fait, ces dettes sont à comptabiliser dans la dette et donc on fait l'objet de dépenses qui auraient dû être incluses dans nos déficits. Alors, cette dette supplémentaire, nous disions, est principalement due au tirage sur ressources extérieures des banques locales. Si on prend l'exemple de l'année 2023, par exemple, le déficit budgétaire à fin 2023 s'établirait aux alentours de 10% du PIB 2023, en y intégrant les tirages sur ressources extérieures et les prêts auprès des banques, alors que le déficit annoncé était de 4,9% du PIB, soit le double. Au-delà de ces chiffres sur le déficit et la dette, l'audit a également révélé
que le surfinancement du Trésor public d'environ 605 milliards de francs CFA à fin 2023, c'était un surfinancement qui avait été convenu avec le Fonds monétaire international et qui devait être utilisé pour l'année 2024. Ce surfinancement de 605 milliards de francs CFA a été utilisé pour payer des dépenses non budgétisées et des dettes connues de l'État, contrairement à ce qui avait été communiqué aux partenaires. La non-disponibilité de ce surfinancement en 2024 a nécessité des emprunts non initialement programmés, notamment l'émission d'eurobonds par placement privé de 750 millions de dollars en juin 2024 dernier et des crédits commerciaux syndiqués de 300 millions d'euros au troisième trimestre. Encore une fois, pour clarifier, il y avait un montant de 605 milliards donc de francs CFA de surfinancement qui devait être disponible en 2024, n'est-ce pas, pour un certain nombre d'obligations. Ces 605 milliards donc, de francs CFA ont été utilisés en bonne partie et donc nous ne les avons pas trouvés dans les comptes lorsque nous sommes arrivés. Donc en conséquence et en attendant la finalisation de l'audit des finances publiques, le gouvernement avait décidé de ne pas porter le dossier du Sénégal au conseil d'administration du Fonds monétaire international suite à leur mission de revue de juin 2024. L'examen du dossier du Sénégal sur la base de chiffres erronés aurait conduit à un cas de ce qu'on appelle le misreporting, c'est-à-dire la transmission de fausses informations pour bénéficier des tirages prévus sur les ressources du Fonds monétaire international. La conséquence de la transmission de données erronées pour bénéficier de tirages et le remboursement des ressources mobilisées, à moins de bénéficier d'une dérogation sur la base de mesures correctives crédibles approuvées par le FMI. Le gouvernement a donc choisi la voie de la transparence. Là aussi, juste pour clarifier, quand on parle de transmission de données erronées au Fonds monétaire international, donc vous allez au conseil d'administration avec un rapport et les données avec lesquelles vous allez au conseil d'administration sont des données qui sont transmises par les autorités du pays. Alors, si ces données donc transmises ne sont pas correctes ou frauduleusement donc données ou fournies au service du Fonds monétaire et qu'il y a un décaissement, ce décaissement, en principe, il doit être remboursé. À moins qu'il y ait une dérogation du même conseil d'administration du Fonds monétaire international s'il y a des mesures correctives donc qui permettent au pays de revenir sur la trajectoire qui était précédemment donc convenue. Le Fonds monétaire donc international a été informé des résultats de l'audit des finances publiques et le gouvernement du Sénégal sera en discussion avec leurs services pour les mesures correctives que nous comptons mettre en œuvre. Ces mesures seront mises en œuvre soit dans le cadre du programme en cours avec le FMI pour mettre les finances publiques sur la trajectoire initialement convenue ou dans le cadre d'un nouveau programme à négocier à très court terme et à mettre en cohérence avec le nouveau référentiel des politiques publiques. Alors, en tout état de cause, ce qu'il faut retenir est que ce qui sera convenu avec le Fonds monétaire international sera le programme du gouvernement, afin de mettre notre déficit budgétaire et notre dette sur une trajectoire soutenable, à un niveau de risque modéré, voire faible à moyen terme. Ainsi, le gouvernement prend l'engagement de ramener la dette de l'État central de 83,7% du PIB en 2023 à moins de 70% dans des délais raisonnables. Nous nous fixons cet objectif non seulement parce qu'il correspond à nos engagements dans le cadre de l'UEMOA, mais également parce qu'il correspond à nos capacités actuelles d'endettement, compatibles avec une économie saine et prospère, portée par un secteur privé fort. C'est l'ambition du projet du président de la République pour un Sénégal souverain, juste et prospère. En effet, la croissance moyenne sur la période 2014-2023 a été d'environ 5%, malgré les déficits budgétaires effectifs d'une moyenne de 10% du PIB, donc 2 fois qu'annoncé. On a eu une croissance moyenne de 5%, on a annoncé un déficit budgétaire en moyenne de 5%, mais ce déficit budgétaire a été en réalité de 10% en moyenne. Cela veut dire que l'action de l'État par l'endettement n'a pas été efficace. On peut être tenté d'attribuer cette contre-performance à la conjoncture internationale.
Mais la faiblesse constatée de la croissance n'est en réalité qu'un retour à nos performances historiques d'une croissance de 4% hors pétrole et agriculture. On sait que l'agriculture est volatile de façon générale. La croissance moyenne, nos performances historiques, c'est autour de 4% de croissance. En effet, la croissance du PIB non agricole, donc lorsqu'on enlève la partie agricole qui est un peu volatile, la croissance du PIB non agricole a commencé sa décélération depuis 2018, donc bien avant la Covid et la guerre russo-ukrainienne. Et cette croissance atterrira en 2024 à moins de 4% du fait de la faible croissance du premier trimestre liée à la situation politique qui prévalait. Alors donc, je disais tout à l'heure que nos performances historiques, c'est en moyenne de 4% de croissance. Le premier trimestre, il y a eu une forte décélération, on le sait tous, à cause de la situation politique qui a prévalu. Et la croissance va reprendre donc, pour les 3 trimestres qui suivront, mais va atterrir à une moyenne qui sera certainement 4% ou moins à cause des performances du premier trimestre. Alors donc, le Sénégal en est donc au même point qu'avant 2012-2023. En ce qui concerne la croissance, il n'y a donc pas lieu de s'alarmer outre mesure. Il faut regarder l'avenir. Le plan Sénégal émergent, dans son plan d'action prioritaire 2014-2018, avait indiqué que des investissements publics massifs étaient nécessaires pour jeter les bases d'une forte croissance et les plans d'action 2018-2023, au-delà des relances post-Covid, prévoyaient que le secteur privé prenne le relais de la croissance. Tel n'a pas été le cas, étant donné la vérité des chiffres. Autrement dit, dans, disons, les 12 dernières années, dans la première moitié, ou le premier mandat, il a été question de beaucoup investir en s'endettant pour jeter les bases d'une croissance beaucoup plus forte. Et le secteur privé devait prendre le relais. C'est vrai, il y a eu la crise de la Covid et il y a également eu la crise russo-ukrainienne. Mais disons qu'il demeure que le secteur privé n'a pas pris le relais de la croissance et le déficit budgétaire dans cette stratégie a été le double de ce qui a été annoncé. Néanmoins, la croissance a été donc en décélération depuis 2018, donc bien avant les 2 crises qui ne peuvent pas être utilisées comme prétexte de ce point de vue. Alors, de ce fait, ramener notre déficit budgétaire à 3% du PIB, comme, disons, nous l'exigent nos engagements dans le cadre de l'UEMOA, et la dette en dessous de 70% dans un horizon raisonnable, en mobilisant nos ressources internes tout en améliorant la qualité de la dépense, ne devrait pas nous coûter des points significatifs de croissance. Je dis bien significatifs, à la mesure où nous revenons à nos tendances historiques. Notre projet qui vous sera présenté ultérieurement devrait nous permettre de reprendre la croissance, mais ramener le déficit à 3%, la dette en dessous de 70% du PIB dans un horizon raisonnable ne devrait pas nous coûter donc des points de croissance significatifs. Il nous faudra alors faire une revue systématique des projets et des programmes sur financement extérieur pour déterminer ceux qui doivent se poursuivre et ceux qui seront arrêtés. Ce travail est déjà en cours afin d'améliorer l'efficacité des investissements publics. Les dépenses de fonctionnement seront également rationalisées, notamment par la réduction des subventions à l'énergie, nous y reviendrons, une stricte application des procédures de marché public, la maîtrise de la masse salariale et des stratégies d'optimisation de la commande publique et d'utilisation des biens et services par les administrations. Alors, dans le souci d'améliorer la qualité de la dépense, il s'agira pour le gouvernement de protéger également les couches vulnérables par un meilleur ciblage des bourses familiales tout en éliminant les subventions non ciblées, notamment à l'énergie, pour ceux qui ne devraient pas en bénéficier. Des mesures structurelles seront également prises dans le sens de la réduction du coût de production et de vente de l'énergie pour le mix énergétique. Ce sont nos projets à court et moyen terme.
Pour rappel, rien que pour les années 2022-2023, les subventions à l'énergie ont coûté au budget de l'État plus de 1200 milliards de francs CFA, des subventions à l'énergie non ciblées. Alors, la mobilisation des ressources internes se fera en réduisant les exonérations fiscales, en élargissant l'assiette fiscale, tout en réduisant les taux d'imposition, pouvoir promouvoir le civisme fiscal et en menant des réformes qui inciteront les entreprises à la formalisation. On sait déjà que 97% de nos entreprises sont informelles, donc les inciter à se formaliser permettra également de favoriser le civisme fiscal. Cela va jeter les bases de finances publiques saines, gage d'une souveraineté budgétaire retrouvée, pour mieux accompagner le secteur privé. Alors, comme Monsieur le Premier ministre le disait tout de suite, ce point de presse n'est pas le lieu de discuter des détails du référentiel des politiques publiques, dont le premier draft en cours de finalisation circule déjà, mais il vous sera présenté le 7 octobre prochain. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le ministre de l'Économie. Je pense qu'il est important que tous les Sénégalais et toutes les Sénégalaises mesurent la gravité des moments que nous vivons. Il est extrêmement difficile d'intéresser les Sénégalais sur des questions qui relèvent d'une certaine technicité, particulièrement quand il s'agit des finances et du budget. Mais en langage très simple, je voudrais que les Sénégalais comprennent la situation. Et il était important pour nous de dresser cette situation de référence bien avant de vous présenter le nouveau référentiel le 7 octobre. Vous ne pouvez pas faire des projections sur les 25 prochaines années si vous n'avez pas fait l'état des lieux et la situation dans laquelle vous trouvez le pays. C'est d'autant plus important que, en tant qu'acteurs politiques, nous avons promis aux Sénégalais. Nous avons mené une lutte politique pendant 10 courtes et longues à la fois années, qui ont été consacrées par l'élection du président Bassirou Diomaye Faye. Et nous avions promis aux Sénégalais que nous les mènerions au sommet du gratte-ciel. Et je confirme ici que par la volonté de Dieu, nous le ferons. Mais en le faisant, même si nous soupçonnions et même si nous avions quelques éléments de preuve que la situation du pays n'était pas au beau fixe, nous étions loin de nous imaginer que les choses étaient si catastrophiques. Et donc ce que je voudrais dire, c'est que pensant être au premier étage, nous avions promis d'accélérer les choses pour amener le pays au sommet. Après l'inventaire et l'état des lieux, nous nous rendons compte que nous trouvons le pays au 4e sous-sol. Il nous faudra faire un effort de rattrapage qui exigera de notre part à tous beaucoup de sacrifices. Mais en langage beaucoup plus simple, c'est que le ministre vient de nous dire, c'est que les autorités que nous avons remplacées ont menti au pays et ont menti aux partenaires en falsifiant les chiffres publics, en donnant des données erronées, au moins sur les 3 aspects qu'il a soulevés, mais vous pouvez le considérer sur tout autre aspect, en l'occurrence ici, le déficit public, qui est au double de ce qui a été annoncé pendant tout ce temps. La dette publique, qui est 10 points plus élevée que ce qui a été annoncé. Et de manière constante d'ailleurs, de 2019 à 2023. L'exercice aurait pu remonter plus loin. On aurait su ici, la tendance avait pris départ un peu plus tôt, mais les 4 exercices nous suffisent pour voir à quel point le régime du président Macky Sall a menti au peuple,
a menti aux partenaires, a tripatouillé les chiffres pour donner une image économique, financière et budgétaire qui n'avait rien à voir avec la réalité. C'est d'une gravité extrême. D'une extrême gravité. Sur le troisième point, il a abordé la question du surfinancement. De manière très simple, ça veut dire simplement que les partenaires avaient accepté que le Sénégal puisse aller en termes de levée de fonds au-delà de ce qui était annuellement autorisé, en prévision du début des 4 premiers mois de l'exercice 2024, qui, dans tous les cas, étaient des exercices incertains au regard des élections qui se profilaient. 600 milliards qui n'auraient dû être dépensés qu'à partir du 1er janvier, mais que le régime sortant a dépensé avant notre arrivée au pouvoir, c'est-à-dire avant 2024, sur l'exercice 2023, ce qui est extrêmement grave. Il est important d'insister sur ce point, parce que la manipulation a voulu faire croire aux Sénégalais qu'il y avait un problème avec le surfinancement et que c'est notre régime qui a utilisé ces fonds, ce qui est totalement faux. Ça a été utilisé et de manière injustifiée pour plus de 300 et quelques milliards par l'ancien régime. Et au moment où on parle, nous ne trouvons nulle trace de l'utilisation de ces fonds. Je voudrais, avant de donner la parole à Monsieur le ministre de la Justice, saluer ici le courage d'un homme, le président de la République. Parce que le ministre ne l'a pas suffisamment abordé, en dehors de l'aspect misreporting, mais cet exercice auquel nous nous livrons aujourd'hui est un exercice risqué pour un État, puisqu'il peut avoir des impacts aussi bien dans nos relations avec les partenaires qu'au niveau du marché. D'autres régimes auraient préféré fermer les yeux et continuer dans la politique du bricolage et du mensonge. Quand nous avons découvert la situation, nous avons tenu des réunions en présence des ministres concernés. Des doutes subsistaient, légitimes. Et le président de la République a donné une réponse très simple. Je ne démarrerai pas ce mandat dans le mensonge, je ne le déroulerai pas dans le mensonge et je ne le terminerai pas dans le mensonge. Quelles que soient les conséquences de cette situation, je dirai la vérité au peuple sénégalais. Et je dis que Dieu aime le Sénégal. Parce que si on avait été inscrit dans la continuité, je puis vous assurer que ceux qui sont à l'origine de cette situation ne l'auraient jamais présenté tel que nous le ferons aujourd'hui. Et le peuple sénégalais aurait été rattrapé, tôt ou tard, par les conséquences catastrophiques. Nous avons vu énormément de pays se retrouver en situation quasiment de faillite parce que leurs élites ont préféré taire la vérité et continuer dans la manipulation. Je voudrais saluer le courage de cet homme également. Quand le Sénégal devait être programmé au FMI au mois de juillet, il a pris la décision de ne pas présenter le dossier du Sénégal et a dépêché le ministre des Finances pour aller le dire au FMI, aux États-Unis, et leur dire nous préférons ne pas avoir de décaissement plutôt que de le faire sur une base erronée et demain en subir les conséquences. Certains manipulateurs ont voulu dire aux Sénégalais que le FMI a reporté le rendez-vous parce qu'on aurait opéré des levées de fonds. C'est totalement faux. C'est à notre initiative, et seulement à notre initiative. C'est nous qui avons demandé au FMI. Et le FMI pourra démentir si ce n'est pas vrai. C'est nous qui avons envoyé, dépêché une délégation pour dire au FMI que nous préférons reporter ce rendez-vous, le temps de terminer le travail que nous étions en train de faire, et de pouvoir nous présenter
à lui dans des conditions qui reflètent la situation du pays. Ces précisions sont extrêmement importantes parce que nous sommes dans un pays de manipulation, de diffusion de fausses nouvelles à longueur de journée. Et sur ces questions, j'inviterai tous les Sénégalais à beaucoup plus de retenue, parce qu'il s'agit de l'image du pays, de sa crédibilité à l'extérieur. C'est des questions qui relèvent à la limite de sécurité nationale. Et tout Sénégalais qui se prononce, quelle que soit la liberté dont il dispose, doit le faire sur la base de chiffres, de faits et d'informations vérifiées. Je m'en limiterai à ça. Et ces données ou ces informations qui ont été produites ne seront jamais démenties par ceux qui en sont les auteurs. Des ministres ont été présentés ici comme étant les meilleurs ministres des Finances que la République n'ait jamais connus. Le ministre Moustapha Ba, le ministre Amadou Ba, d'abord en tant que ministre et en tant que Premier ministre, et même le président de la République Macky Sall. Et tout ce beau monde a menti aux Sénégalais, a menti au peuple, a menti aux partenaires pour pouvoir simplement bénéficier de fonds et qui, j'y reviendrai après, le plus souvent ont été détournés de leur objectif. C'est une situation d'une extrême gravité qui appelle à l'exercice de situation des responsabilités, mais également la nécessité d'en tirer toutes les conséquences. C'est pourquoi je vais donner la parole à M. le ministre de la Justice qui donnera quelques éclairages sous l'angle juridique. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, Monsieur les ministres, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, le rapport que vient de nous livrer le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération revêt, à la lumière de ce que nous avons entendu, ces faits sont d'une gravité certaine et semblent revêtir une qualification pénale que les autorités judiciaires compétentes saisies vont devoir déterminer au moyen d'investigation qu'elles jugent appropriées. Il est vrai que nous sommes dans un état de droit. Les deniers publics, dans le cadre de l'agencement juridique du pays, on a conféré un statut privilégié à nos deniers publics. Et de ce point de vue, donc, il est vrai qu'il ne m'appartient pas a priori de juger de l'effectivité des faits. Il appartiendra donc aux autorités judiciaires et policières de le déterminer, c'est leur travail. Mais ce que je peux dire, c'est que ce sera fait avec le maximum de rigueur, de transparence et sous réserve des règles du principe de la présomption d'innocence. Mais ce qui est certain, c'est que toutes les conséquences juridiques et judiciaires seront rigoureusement tirées, les faits seront décortiqués de façon particulièrement transparente, claire et objective, les responsabilités situées et les personnes susceptibles d'avoir eu à commettre des faits contraires ou en infraction avec la loi pénale en subiront toutes les conséquences de façon rigoureuse. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le ministre de la Justice. En conclusion, en tout cas, je voudrais dire que le peuple sénégalais doit comprendre qu'on est en un tournant extrêmement important de la vie de la nation. Quoi de plus normal d'ailleurs que nous ayons choisi ce jour, que ce jour ait coïncidé
avec la célébration de ce douloureux événement qui est là, le naufrage du bateau le Joola. Certains ont voulu dire pourquoi organiser ça ce même jour. Mais symboliquement, c'est la somme de nos négligences coupables et celle de nos autorités politiques qui est à la base de toutes les catastrophes que nous vivons. Si on en est là, c'est parce que malheureusement, des comportements comme ceux que nous voulons de décrire ont privé le pays d'un certain nombre d'atouts qui jettent aujourd'hui les jeunes dans les océans. Ont privé le pays d'un certain nombre d'atouts qui auraient réglé la question des inondations, puisque 750 milliards sont supposés avoir été engloutis. Il ne faut pas sous-estimer ces comportements. À chaque fois qu'on ment au peuple et à chaque fois qu'un centime est détourné de son objectif, c'est une infrastructure, c'est des décisions de politique publique qui auraient impacté positivement sur la vie des Sénégalais qui aura été compromis. Et c'est pourquoi nous voulons que le peuple sénégalais mesure la gravité de cet instant. Le vrai débat, il est là. Ce n'est pas les diversions qu'on nous sert tous les jours à travers les médias et les réseaux sociaux. Les vrais débats dans les pays démocratiques avancés sont de cet ordre-là. Parce que c'est ça qui impacte sur la vie des Sénégalais. Et non pas les débats de personnes à longueur de journée. Et je voudrais dire ici que notre combat politique pendant toutes ces années n'a été autre chose que ça. Et nous serons à la hauteur parce que ceux qui ont donné leur vie pour que ce projet aboutisse, nous devons nous hisser à leur hauteur et les rendre fiers d'avoir combattu. Aujourd'hui est un jour important, un point de départ qui, au-delà de la présentation de ces chiffres, doit marquer une nouvelle page dans la vie de ce pays et dans la gestion des affaires politiques. Nous respectons donc la parole donnée au peuple. Cette parole est reflétée par tout notre combat. Sur ces considérations, pendant 10 ans, nous avons alerté. Je me rappelle qu'en 2018, en tant que député, j'adressais aux représentants du Fonds monétaire ici à Dakar une correspondance pour attirer son attention sur le dépassement sur les ressources extérieures de plus de 300 milliards. Cette correspondance avait été préparée par l'actuel président de la République et une petite équipe. Nous avons toujours alerté. Et j'ai toujours dit, sur la tribune de l'Assemblée nationale, qu'on ne gouverne pas un pays dans le mensonge et dans la manipulation. Aujourd'hui, que nous sommes aux affaires, nous pouvons plus aisément prouver aux Sénégalais jusqu'à quel point ils ont été manipulés. Mais rien ne sera plus comme avant. En ne présentant pas notre dossier au FMI par devoir de vérité, nous nous sommes ainsi passés de ressources de l'ordre de 230 milliards de francs CFA au mois de juillet 2024. Mais c'est la responsabilité de ceux qui ont manipulé les Écritures et qui ont privé le pays de ses ressources. Ceci pour ne pas nous mentir à nous-mêmes, mais pour ne pas mentir au peuple ni à nos partenaires techniques et financiers. Notre nouveau paradigme sera désormais de ne plus attendre, moyennant des financements, qu'on nous pose des conditionnalités qui sont des évidences et des exigences que nous devrions nous-mêmes adopter. Que nous devions nous-mêmes adopter dans la gestion de nos finances publiques, la protection des couches vulnérables, dans la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, le détournement des deniers publics et le blanchiment de capitaux. Effectivement, des faits qui ont été constatés et qui vous ont été présentés, au-delà de leur impact sur la situation des finances publiques, soulèvent des problématiques notamment de corruption. C'est ça qui est regrettable. Non seulement ils ont manipulé les chiffres, mais toute cette manne financière qui a été captée par le Sénégal a été détournée pour une très grande partie de ces objectifs pour enrichir les autorités politiques.
Et donc la politique d'endettement effrénée a donné lieu à l'utilisation des ressources de façon non transparente et favorable à une corruption généralisée. L'endettement par le biais d'offres spontanées. Là, nous abordons la méthodologie, le modus operandi pour détourner en masse les deniers publics. Ce n'est pas l'objet de ce point de presse. Et ultérieurement, comme je l'ai dit, sur chacune des questions qui sera évoquée, des ministres et des directeurs généraux viendront faire la situation détaillée. Mais le recours spontané, quasi spontané, à la méthode des offres spontanées d'investisseurs dans des conditions nébuleuses et l'utilisation abusive du secret défense. Plus de 2500 milliards ont été dépensés ces 4 dernières années sous le sceau du secret défense pour échapper aux règles des marchés publics. Et bonjour les dégâts. Et donc toutes ces pratiques ont facilité la corruption. Plus de 25 000 milliards de CFA ont été mobilisés, offrant un champ illimité à toutes les dérives. De telles pratiques, y compris celles consistant à contracter des crédits bancaires hors du circuit de contrôle budgétaire, ouvrent la voie des dérives dans l'utilisation discrétionnaire des ressources. Le Trésor public s'est retrouvé dans une situation où il n'est au courant de ces opérations qu'au moment de leur effectivité ou au moment du remboursement des prêts contractés. Je pense sur toutes les mauvaises pratiques qui ont permis à des lobbies politico-affairistes de détourner une bonne partie de ces fonds de leur destination en s'enrichissant indûment à coups de centaines de milliards. Il en va de la pratique des remises gracieuses. Il en va de la pratique des remises gracieuses. Et chacun de ces points que j'évoque va faire l'objet plus tard d'un exposé qui permettra aux Sénégalais d'apprécier le carnage qui a été organisé. Il en va de la pratique des remises gracieuses, des fausses exonérations fiscales, celle des acquiescements ou autres rachats de créances, celle des certificats nominatifs d'obligation, de l'accaparement foncier et la privatisation illégale du patrimoine bâti de l'État, au profit de la famille, au profit du griot, au profit des amis. Et dans les jours à venir, vous aurez tous les détails par rapport à ces pratiques. Il y a même lieu de s'interroger sur les conditions d'attribution des marchés d'approvisionnement du pays en hydrocarbures. Et sur le surfinancement de 605 milliards de l'exercice 2023, une bonne partie a été effectivement utilisée en couverture d'opérations extra-budgétaires. La vérité n'a pas été dite aux Sénégalais sur ce dossier, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais nous n'avons pas trouvé ces ressources dans les caisses, ou alors une bonne partie de cette somme, lorsque le président Diomaye prenait fonction. Les responsabilités devront être situées, le ministre de la Justice en a parlé, de tous ceux qui ont eu à jouer un rôle. J'ai parlé du ministre Moussa Faba, j'ai parlé du ministre et du Premier ministre Amadou Ba, j'ai parlé du ministre des Finances Abdoulaye Daouda Diallo, Monsieur le Président de la République Macky Sall, qui ne pouvait ignorer ces pratiques, devront expliquer aux Sénégalais pourquoi et comment ils ont pu plonger le pays dans cette situation. Si on le fait, c'est parce qu'il est indispensable, d'autant que nous allons demander aux Sénégalais de consentir à des efforts extrêmement importants les années à venir. Le ministre de l'Économie en a abordé certains, sur la subvention, sur la fiscalité et sur beaucoup d'autres aspects. Vous ne pouvez pas demander au peuple de faire ces efforts sans pour autant que ceux qui sont les auteurs de ce carnage puissent venir justifier devant ce même peuple leurs actes. Et c'est extrêmement important. Mais je ne voudrais pas terminer sur une note négative. Je veux parler au peuple sénégalais. La situation est certes pas reluisante
nous nous y attendions, même si ce qu'on découvre dépasse l'entendement. Mais elle n'est pas irrécupérable pour autant. On a beaucoup parlé de nos relations avec les partenaires. Moi, je crois d'abord et surtout à nos efforts endogènes pour faire face à cette situation et prendre notre destin en main. À un peuple qui veut, rien n'est impossible. Et ma conviction, c'est que le peuple sénégalais veut. Et il a aujourd'hui la locomotive qu'il faut. Il a des dirigeants, et je le dis ici, sans fausse modestie, il a des dirigeants intègres, compétents, avec une vision qui sera présentée, qui a été présentée, mais qui sera opérationnalisée à partir du 7 octobre. Des équipes dynamiques, majoritairement jeunes, qui ne ménagent aucun effort pour atteindre le résultat, qui sont dans un engagement patriotique, désintéressé. Pour que ça marche, il faut que le peuple se hisse à la hauteur de ce leadership, en l'accompagnant, en privilégiant le débat qualitatif, en répondant présent à l'effort de développement qui doit tous nous interpeller. Il y aura beaucoup d'efforts à fournir. Churchill avait dit à son peuple en pleine guerre qu'il ne leur promettait pas. Tout ce qu'il pouvait leur promettre, c'est du sang et de la sueur, mais qu'au bout, il verrait la victoire. Nous n'en sommes pas à ça. Nous demandons simplement au peuple de consentir un tant soit peu de sacrifice, chacun et chacune d'entre nous. Et quand nous leur présenterons la nature de ces sacrifices, qu'on fasse l'effort de dépassement qu'il faut, qu'on fasse preuve de beaucoup d'altruisme pour que la chose que nous gérons en commun puisse prospérer. Parce que si elle prospère, chacun d'entre nous individuellement va prospérer. Et nous vous garantissons, nous de notre côté, que nous ne ménagerons aucun effort. Absolument pas. Nous travaillerons d'arrache-pied, matin, midi et soir. Et nous ne tolérerons aucun écart, aucun, dans la gouvernance actuelle, pour que le résultat attendu par ce peuple puisse être atteint. Et